Depuis très, très longtemps, depuis l'aube de l'histoire, ce coin de pays fut béni des dieux et aimé des hommes. Prangin, joli nom que l'on donne à ce nid au bord du Léman, au pied d'un petit coteau qui monte légèrement et va se reposer sur le premier gradin des pentes du Jura. Prangin, où se sont succédés depuis des millénaires celtes, lacustres, romains, burgondes, savoyards et bernois, tous gens de passage qui ont fait qu'aujourd'hui la pâte vaudoise dont nous sommes faits a bien levé et a du goût. Prangin, depuis le Moyen-Âge jusqu'à ce jour, a connu des gens célèbres, hommes et femmes, que ce soit au bourg et au château, au port de Promentou ou dans les maisons fortes de Bénet. Certes oui, hommage à eux, ils sont dans les livres d'histoire. Mais aujourd'hui, c'est à tous ceux qu'on appelle parfois les petites gens qu'il faut dire merci. Les artisans, les paysans, les vignerons, les forestiers, les bâtisseurs, les notables, les maîtres d'école, les ministres du culte, les artistes, les médecins, les poètes, tous les humbles habitants qui, génération après génération, ont su garder le patrimoine et l'ont transmis. Ce bateau, c'est le bateau de la bruyère à côté. Et puis il ne le servait plus. C'est avec le jardinier, mais il l'avait déjà prêté. Quand? Quelles années? Oh, fou, ça en 68, par là. Ah. Le père, par exemple, le dimanche, on faisait une promenade, on montait jusqu'ici, à l'auberge où il y avait un jeu de quilles. Ah, c'est ça. On faisait le raguilleur, les gamins. La première bicyclette que j'ai eue, c'est quand je suis parti en apprentissage. À ce moment-là, on habitait au Plantin. Et là, mon père avait racheté une vieille bicyclette pour aller travailler. Oui, du temps que je fréquentais, nous allions quelquefois danser. Dans les villages, mais à bicyclette. On n'avait pas la voiture. C'est à ce moment-là qu'on a repris l'auberge de commune jusqu'en 48. Et puis à cette époque, donc c'était la guerre. Il était donc fils de paysan, il était donc à la campagne. Il y avait donc le potage, légumes et viande. Et puis si on mettait un dessert, alors on aurait peut-être demandé 3 francs 30 ou 3 francs 50. Ben, j'ai un souvenir que, étant à l'auberge, il y avait peu de téléphones chez les habitants. Alors, on recevait les communications pour telle et telle personne, et il fallait aller porter donc la commission, et on recevait 20 centimes pour avoir porté la commission. Attendez, si, il y avait l'urinoir qui était donc derrière la porte de l'auberge, donc côté Jura. Oui, il y avait l'urinoir. Mais les dames étaient obligées de venir dans nos propres toilettes, alors ce qui était des fois vraiment désagréable. Le premier document que j'ai dans mes archives, là, date de 1356. C'est donc déjà bien dans le Moyen-Âge. Et au fond, c'est un acte de reconnaissance de propriété. Et évidemment, ça se reflète aussi ici dans les archives de Prangin, où on voit quand est-ce qu'on a nommé la première sage-femme. On peut lire que les femmes n'étaient pas du tout tellement enchantées parce qu'il fallait payer une taxe. Avant, c'était la voisine qui faisait le boulot. La famille a continué après. Un des fils était le premier général de l'armée fédérale et aussi membre du Conseil d'État de Vaud. Donc la famille Guigat a encore après joué un rôle, mais ils avaient, en quittant le château, laissé le château aux frères de Napoléon. C'est dommage que vous n'avez pas vécu cette époque. Hein. Oh oui, oui et non. Bon, vous savez, dans toute époque, on vit bien si on est du bon côté. Hein. Alors, mes parents habitaient dans la maison Rose qui se trouve donc en dessous de nous et qui était une des seules maisons du quartier. Oh, ben ça, écoutez, j'ai commencé peut-être assez vite, peut-être déjà à 16 ans et demi, 17 ans. Bon, ben,
J'avais fait un cours de danse donc à l'Hôtel des Alpes à Nyon. C'est là que je me suis lancé à danser. On dansait à l'Hôtel des Alpes, donc à Pertan. À Pertan. C'était pas le Pertan, ça s'appelait l'Hôtel des Alpes, Il y au avait premier les balles- étage. Il y avait les balles à Prangin aussi. Alors il y avait les balles à Prangin, à Nyon, un peu partout, et où on allait à pied, bien entendu. On allait à pied à Gland, on allait à pied à Beugnin, on allait à pied à un peu partout pour danser. J'ai très bien connu Madame McCormick, où j'ai eu des relations donc au point de vue transformation. J'ai eu fait des transformations de sa chambre de bain, transformation de la civerie, plusieurs transformations. Donc c'est elle qui venait regarder si c'était bien fait, si ça allait. Elle savait le français, elle causait le français. Oui, oui. Il y a un accent. Ah oui, avec l'accent américain, bien entendu. C'était donc les machines McCormick américaines. Oui, alors à l'école, nous avions une carte de l'Europe où les fronts étaient marqués par des épingles rouges. Et tous les jours, nous déplacions ce front suivant les informations qu'on avait par radio. Notre instituteur, M. Zimmermann, nous faisait déplacer et comme ça on voyait le front se déplacer côté allemand, côté russe, qui était très intéressant. Vous étiez content des fois? Ah, on était content quand le front russe avançait, ça je peux le dire. Mais il venait sur vous pourtant. Oui, mais enfin bon, ça avait l'air plutôt des libérateurs que des ennemis à ce moment-là en tout cas. Très souvent, tu me chantes une chanson, tu nous chantes quelque chose. Entre le Jura et les Alpes, bien couché dans son berceau, champ de blé jusqu'au préalpe, de la vigne sur tes coteaux. Depuis Kirchlindach jusqu'à Bois-Bougie, en char cerclé, tiré par des chevaux. Donc, je suis arrivé aux rives de Prangin en 1937, alors que le docteur Forel a vu arriver la guerre et il a voulu exploiter ces terres pour en faire l'approvisionnement de tout son établissement qui était en ce moment-là de 230, 220, 230 personnes à alimenter. En 1942, nous avons acquis entre mon frère Fritz et moi le domaine des Avouillons, qui était d'un tenant de 90 hectares. Nous y avons défriché car c'était le temps où le plan Wahlen donnait son plein. Lors de la construction de la ferme, il y avait 2 beaux foyards où j'ai décidé de construire la ferme entre ces 2 foyards qui se trouvaient au milieu de la forêt. J'étais donc dans la cavalerie comme marchef, ce qui a assez facilité les choses, et le général Guisan a toujours facilité les agriculteurs pour aller faire les travaux qui étaient nécessaires, les semailles par exemple. Les semailles, la mise en culture au printemps, c'est pour ça que nous avons été mobilisés surtout pendant l'hiver. Nous sommes heureux. Alors, nous sommes ici au centre émetteur de Prangin. Cette station a été construite en 1929. C'est le Conseil fédéral qui désire mettre ce service pour la SDN à Genève, la Société des Nations. Et à ce moment-là, Radio Suisse, qui existait déjà, puisqu'elle a été fondée en 1922, a délégué un ingénieur, M. Henri Bondala,
qui a prospecté d'abord la région pour trouver un terrain pour implanter la station. Et le site de Prangin a été choisi car il offrait assez de dégagement pour les antennes, rayonnement des émissions. Cet émetteur a pour antenne une antenne qui est supportée par les deux grands pylônes qui font 125 mètres de haut. Pour vous dire, l'antenne a été des fois démontée par les employés de Prangin, complètement restaurée et remontée. Ici, nous sommes dans une cage blindée dans laquelle se trouve l'horloge atomique. Le personnel de Prangin est des fois appelé à faire des corrections, mais qui sont très minimes. Donc l'erreur que j'ai parlé avant d'une seconde n'existe pas, même sur 1 million d'années, vu que les corrections se font constamment. Je suis venue avec mon mari en 1938. On a repris une boucherie sur la place. Mon mari avait cautionné un ami. Alors il a préféré venir là que de payer. Vous savez, dans ce temps-là, alors on cautionnait les uns les autres. Alors ça faisait des drôles de faillites des fois. On avait des ouvriers qui fabriquaient énormément de boudins. Vous savez, des saucissons avec du sang. Alors ça, il n'y a pas besoin de point. Alors on en vendait beaucoup. Et puis on avait beaucoup. On fondait les graisses de bœuf. Alors les clients venaient chercher de la graisse de bœuf. Ça, c'était autorisé. Quand les clients venaient, ils devaient nous, puisque nous étions bouchers charcutiers, ils avaient des points. Puis s'ils en avaient point, alors ils disaient, ben, vous pouvez quand même me donner un cervelas. C'était difficile. Et vous avez fait? Moi, pas volontiers. Mon mari disait, mais oui. Mais moi, je disais non. Pour tout le monde, la même chose. En fait, je travaillais chez Zima, qui est déjà sur la commune, enfin chez Multaler, depuis 1952, comme aide comptable. Alors, Multaler était un groupement de différentes activités, dont récupération d'argent, métaux fins, Vitavin, parfum, et puis une petite société qui s'appelait déjà son nom, qui avait déjà pour nom Zima. Multaler, pour des raisons fiscales, Théophile Multaler s'est expatrié sur la commune de Prangin, juste à la limite de la frontière entre Nyon et Prangin. Le chercheur principal, c'était donc monsieur Dr Favre, qui est très connu, qui habitait à Nyon, à Mafroy, qui était à la base de cette recherche concernant la valorisation de la rutine, l'importance de la rutine, puisqu'en fait, initialement, la vénotonine était basée sur l'importance de l'esculus, qui était en fait l'extrait de marron d'Inde. J'étais chef de clinique à la clinique des maladies mentales de la faculté de médecine de Paris, et un de mes amis, qui était un peu plus âgé que moi, est venu en Suisse, c'était en 1946, a vu le docteur Forel à Prangin. Elle a visité parce que la clinique était très célèbre et que nous ne la connaissions pas, étant donné que les hostilités nous avaient privés de voyager, nous n'étions pas venus en Suisse depuis très longtemps. Il a vu ainsi le docteur Oscar Forel, qui était fondateur de la clinique, avec le notaire Burnier et le banquier Gonnet, n'est-ce pas, en 1930. Je l'ai connu donc en 1946, n'est-ce pas? Oui, il avait à ce moment-là, il approchait la soixantaine. Hein, voilà. Et c'était un personnage qui était extrêmement pittoresque d'abord, n'est-ce pas? Tout à fait particulier, très mélomane. Et le violon, sa mère était une femme exquise, modeste, réservée, etc., mais pleine de poésie. Il y avait très peu de clients, très peu de clients, et la clinique était vraiment battait de l'aile, n'est-ce pas, au point de vue financier,
parce que les clients étaient trop peu nombreux. Il fallait quand même un nombre de clients suffisant pour entretenir le personnel nombreux et le nombre de bâtiments surtout, n'est-ce pas? Ce qui était essentiel à mes yeux, c'est la continuité du soin. C'est-à-dire que le malade qui sortait restait toujours attaché au même médecin. En effet, je me souviens très bien de ce premier jour à Zima et de la tournée de l'entreprise que j'avais pu faire avec l'administrateur délégué de l'époque. Il m'est arrivé, lorsque j'étais syndic, de rencontrer certaines personnalités, en particulier le prince Napoléon, qui était domicilié de son vivant sur le territoire de la commune de Prangin. Et les contacts, là aussi, ont toujours été d'excellente nature. Combien ma tâche politique, donc celle de syndic et de député au Grand Conseil, m'a été facilitée par l'entreprise, non qu'elle y ait vu un intérêt direct, mais consciente de l'importance que des personnes actives dans une entreprise participent également à la vie politique. Zima m'a offert toutes les facilités requises par cette triple fonction. Il est vrai que l'aérodrome de Prangin, avec 700 mètres de piste et des obstacles d'une certaine hauteur aux deux extrémités, n'est pas très facile, mais sans danger néanmoins. Mais j'ai toujours réussi à le faire en toute sécurité et je suis heureux de pouvoir le dire puisque je suis là. J'ai fait ma licence en 1947 à Lausanne et le vol à voile en 1943. Et ensuite, je suis venu donc à la côte, à Montsurol, où je travaillais donc chez Pernet, qui était pilote ici. Et c'est de cette façon que j'ai, en somme, connu les pilotes de la région de Nyon, Prangin. Oui, c'est-à-dire que le restaurateur qui était en somme un de mes clients à Bennian voulait construire un petit restaurant parce qu'il avait beaucoup trop de travail à Bennian, c'était trop grand pour lui. Et puis, il a choisi l'aérodrome de la côte. Et la société a vendu un coin de terrain à ce monsieur qui a construit son restaurant. Et moi, j'ai fait la broche. J'ai travaillé au restaurant pendant 3 ans en faisant la broche. Ensuite, en 1949, il y avait une école de pilotage qui était de Genève, qui a mal tourné, qui a eu des gros problèmes et ils ont disparu. Et là, j'ai monté l'école de pilotage et ça en 1950. Lorsque, disons, moi, je suis comme un pasteur, je travaille le dimanche, alors je ne peux pas être à l'église. Mais lorsque je passe devant l'église de Prangin et que je vois que le culte a lieu à Nyon, je ne vois pas pourquoi on continuerait à pas faire, à garder cette interdiction entre 10 et 11 heures. Ah oui, c'était ce qu'on appelle l'ancienne école, celle que moi-même j'ai connue pendant la guerre, où j'étais écolier. C'était une ancienne école, d'autres programmes, beaucoup moins de moyens, moins de cahiers, moins de livres, et puis en sorte, ce qui faisait qu'une chose, c'est que le régent, comme on le disait à l'époque, avait une liberté extraordinaire, ce qu'aujourd'hui, malheureusement, je déplore. Ici, quand je suis arrivé, nous étions 4, il y avait 4 classes, 2 dans l'annexe qui est un peu plus loin ici, avec les petits, l'école enfantine dans la classe d'à côté, derrière moi, et puis la grande classe, qu'on appelait la grande classe, qui regroupait les enfants de 6e, 7e, 8e et 9e année. Alors moi j'ai commencé dans la petite annexe par des classes de 4e et 5e, et puis dès que M. Zimmermann a pris sa retraite, je suis devenu le titulaire de la grande classe de Prangin. Voilà. Et là, tout d'un coup, une surprise extraordinaire m'attendait. On a dévoilé cette plaque que vous voyez en dessus de moi, l'inauguration de la cour d'école qui porte mon nom, puisque tout le monde ici à Prangin me connaît sous le nom de Didi. C'est peut-être, avec le recul, je me demande comment j'ai fait pour mener tant d'activités en parallèle. Mais je crois qu'il y a une réponse bien simple, c'est la passion. Moi, j'ai aimé passionner mon métier, et puis le théâtre, c'est ma seconde passion. Le théâtre amateur de Prangin a été créé par un triumvirat
qui était formé de votre serviteur, de Gaston Zimmermann et de Jackie Widmann. Disons, moi-même, ça m'embête de le dire, mais je crois que j'ai monté plus de 60 spectacles en 36 ans. Voilà. En 76, je vous dirais que c'est la première année où les gens de Prangin ont pu accéder au château, ont pu connaître le château, puisque c'était toujours fermé, privé, cadenassé. Et pendant quelques temps, grâce au spectacle et au théâtre, le château est devenu quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, on avait besoin de loges, on avait besoin de corridors, on a commencé à utiliser les lieux que nous avions ici. Et c'est comme ça que j'ai connu le château un peu avant les autres, avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Le château de Prangin a une caractéristique, c'est qu'il a connu des étapes de vie extrêmement différentes. Il faut dire que ce site a été occupé de manière très ancienne, puisque à l'époque romaine déjà, il s'y trouvait fort probablement un mausolée, ce qui montre que c'est un endroit où toujours l'esprit a soufflé. Alors, les frères Moraves représentent la plus ancienne église protestante organisée et a axé ses buts depuis l'origine sur l'éducation, en particulier des jeunes gens, mais également des jeunes filles. J'ai l'impression que ces enfants étaient très heureux ici et c'est assez curieux d'imaginer, quand on dit école morave protestante, on a une idée d'austérité qui vient immédiatement à l'esprit. Et lorsque l'on regarde pourtant les photographies de cette époque, par exemple, on voit que les élèves s'amusaient énormément, plaisantaient beaucoup, faisaient beaucoup de farces, c'était très à la mode à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas très loin de l'époque de Rodolphe Töpfer, qui organisait, comme vous le savez, toutes les excursions dans les Alpes. Lorsque j'ai été désignée pour devenir la conservatrice du château, bien sûr que ma première hâte a été d'y pénétrer. Puisque je le connaissais depuis de très longues années de l'extérieur, j'avais fait partie des gens qui avaient peut-être un tout petit peu enjambé les barrières pour venir voir l'intérieur du parc, mais je ne m'étais jamais risquée à l'intérieur du château, je n'aurais pas osé. Et c'est vrai que la première demande que j'ai faite a été de pouvoir pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Ce qui a été fait, c'était en avril 1981, donc ça fait tout juste 19 ans si je compte bien. Et la personne qui gardait les clés du château à ce moment-là, qui est M. Denogent, chef de l'entreprise de jardinage bien connue. Oui, je suis donc né dans cette maison, ma mère a accouché ici, je suis né dans cette chambre là-haut. D'emblée, je pense qu'on m'a mis dans un Moïse, et puis ensuite dans un berceau. Les femmes allaient chez la coucheuse, effectivement, pour accoucher. Puis quand il risquait d'avoir surtout quand il risquait d'avoir des complications, autrement c'était à la maison. Dans la majorité des cas, c'était quand même à la maison. Mon père était jardinier arboriculteur. Il s'occupait bien sûr du potager, du verger, dont on voit encore quelques vestiges. Ma mère, non, faisait son ménage. Elle était très occupée parce qu'au début, c'était pas facile. On n'avait pas d'eau courante. On avait seulement une source qui débitait 1 litre minute, mais il fallait descendre dans la cour pour s'alimenter en eau. Voyez. J'allais encore chercher, le jour de marché, le petit char d'une dame de Prangin qui allait faire les marchés à Nyon. Et puis étant âgée, elle avait de la peine à remonter la redoute avec son char. Alors elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher. Alors je descendais vite après l'école, je partais en courant à la place du marché à Nyon. Souvent j'arrivais avant la fin du marché, alors je lui ai dit avant, j'étais tout content de pouvoir peser les légumes et les fruits. Et pour moi c'était un grand plaisir, c'est vrai. Puis après, il fallait rentrer bien sûr rapidement. Et puis alors elle me donnait 1,50 franc le mardi, 1,50 franc le jeudi et 2 francs le samedi. Voilà, c'était pour aller la chercher au marché. Alors ça faisait un peu mon petit argent de poche. Mon père avait un train de campagne. Où ça? À Prangin. Moi, j'allais des fois à l'épicerie chercher avec un pot pour la moutarde. On avait un pot pour la moutarde et puis une bouteille vide pour de l'huile ou des choses comme ça. Le samedi, il allait à l'épicerie et puis il allait acheter un cigare pour le dimanche. Voilà. J'ai eu une bicyclette à l'âge de 9 ans. Ça venait de mon beau-frère. Et cette bicyclette, quand j'ai commencé l'école au collège de Nyon, j'allais au collège de Nyon en vélo avec cette bicyclette qui avait des jantes en bois.
C'était une bicyclette de course, mais avec des jantes en bois. Nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Non, on avait des socs. Gamin, on avait des socs. Et puis le dimanche, on avait une paire de chaussures pour le dimanche. Et c'est ça qu'il fallait trimer pour les payer. Hein. J'allais garder les vaches tout le mois d'octobre pour pouvoir me payer une paire de socks. Beaucoup, ce qu'on appelait des socs. Donc c'était des semelles en bois. Oh, on n'avait qu'une paire de chaussures. Ouais. On savait pas ce que c'était que des caleçons. C'était les pantalons puis la chemise ou le maillot. Prangin, à l'image des trois mains unies sur son drapeau, cultive l'amitié et la qualité de la vie. Alors, d'hier, de ce jour et de demain, Prangin, on t'aime. Encore et toujours.